Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous sommes en guerre. Il arrive un moment où un gouvernement ne sait plus très bien où il en est, ni ce qu'il fait. Est-ce que vous saviez qu'en Angleterre, il y avait des autoroutes pour hérissons qui avaient été faites par le gouvernement? Oui. Ou encore qu'en 1994, le Pentagone avait eu l'idée de fabriquer une bombe pour rendre les gens gays. Quand je dis gay, c'est pas heureux, hein. C'est une réelle idée qui a été évoquée. Bon, évidemment, tout ça, c'est du délire total, mais où est-ce que je veux en venir? Eh bien, aujourd'hui, les amis, je vais vous parler des projets gouvernementaux les plus fous qui ont été pensés et même parfois appliqués. Et donc, comme je vous le disais, il y a des autoroutes pour hérissons. Les amis, t'as vu ce que je viens de trouver? Donc comme vous le savez, les hérissons, c'est des petits animaux qui vont sortir la nuit pour chercher à manger et se reproduire. Et bien évidemment, malheureusement, avec la construction de nouvelles maisons et de clôtures, ils ont beaucoup de mal à passer d'un jardin à un autre. Des fois, vous devez en croiser chez vous. Ne donnez pas du lait à un hérisson, ça va le tuer. Donnez des croquettes pour chat. Et donc pour aider ces animaux, eh bien, des associations britanniques ont proposé des solutions relativement simples, comme par exemple faire des trous dans les clôtures. Donc ça va permettre aux hérissons de se déplacer plus facilement et d'accéder à plus d'endroits pour se nourrir et se cacher. Et donc comme ça, il y a tellement de gens qui ont fait de petits trous de 13 cm sur 13, c'est calibré, hein, ça a été pensé, que finalement ça a créé des réelles autoroutes pour hérissons, et il y a des endroits comme ça où tu vois des milliers d'hérissons un petit peu partout qui arrivent à se déplacer facilement. Je trouve ça génial. Et il y a même des gens qui vont remplacer leur clôture par des haies, ce qui est encore plus bénéfique puisqu'ils peuvent passer comme ils veulent. Et en plus de ça, ça leur donne de la nourriture parce que sous les haies, il y a pas mal d'insectes pour eux. Il y a même certaines entreprises qui ont commencé à intégrer des ouvertures pour les hérissons dans leur nouveau projet de logement. Quand ils ont déposé les plans en mairie, il y avait intégré déjà les petites routes pour les hérissons dedans. C'est pas trop mignon? Alors en plus de ça, il y a des recommandations pour construire des passages pour hérissons qui ont été ajoutées aux règles nationales de planification en Angleterre. Vous avez par exemple le village de Kirlington dans l'Oxfordshire qui a mis en place un passage qui relie 60 maisons grâce à des lacunes, des trous et même des rampes de différentes tailles. Mais regardez si c'est pas incroyable! C'est un village d'hérissons qui a été créé. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 120 000 autoroutes pour petits hérissons qui relient environ 240 000 jardins, tout ça en Angleterre. Je pense qu'il faut faire la même chose en France, les gars. Lancez l'initiative. Je veux que les hérissons reprennent le pouvoir. Alors, c'est mignon, les hérissons, mais des fois, quand on regarde dedans, ils ont plein de bêtes. C'est un peu dégueu, je trouve. Mais bon, il y a évidemment d'autres projets complètement incroyables, comme par exemple... On est cette fois-ci à Berlin, il y a un projet qui va s'appeler le projet Verkiez. Tout ça dans le quartier de Friedrichshain-Kreuzberg, pas facile à dire, qui a proposé une nouvelle façon de gérer les nuisances nocturnes tout en intégrant de l'art. Alors l'idée principale, c'était de s'inspirer d'autres grandes villes européennes comme Paris et Barcelone pour trouver des méthodes pacifiques, notamment pour la régulation du bruit, mais aussi des conflits, surtout liés aux mecs complètement beurrés dans les bars le soir. Il paraît que c'est une horreur de vivre au-dessus d'un bar, hein, les gens deviennent fous. Et donc à Berlin, on a utilisé des mimes qui ont joué un rôle clé en utilisant leur art pour réduire les tensions entre habitants et touristes. Et ils ont adapté comme ça leur performance à l'atmosphère vivante de Berlin, notamment le soir. Notamment avec des gens bourrés. C'est-à-dire que le mime, il est là, il fait semblant de boire un verre, ça il fait le mime Marceau, mais alcoolique. Et donc grâce à des spectacles visuels et silencieux, eh bien il captait l'attention des gens un peu bourrés, des fêtards, et les incitait à respecter les règles locales. En fait, de distraire des gens alcoolisés, eh bien ça évitait qu'ils fassent le bordel. Donc leur objectif, c'était pas seulement de divertir, mais aussi d'initier un dialogue entre les résidents et les visiteurs. Tout ça sans provoquer des problèmes avec les autorités, donc ça évitait que les flics viennent. C'est bénéfique pour tout le monde. Et donc les mimes de Berlin, ils ont également aidé à rendre la culture club plus accessible et respectueuse du voisinage. Cette phrase est incroyable. Les mimes de Berlin ont démocratisé la teuf à Berlin, avec les voisins. Faut savoir qu'à Berlin, ça s'enjaille bien les narines dans les clubs, faut le savoir. Et en travaillant avec des organisations comme la Club Commission, qui va chercher à harmoniser la vie nocturne avec le respect des habitants, évidemment, les mimes, ils avaient repéré un petit peu là où c'était le bordel, et bien évidemment, c'était aux terrasses des bars, mais également aux entrées des clubs. Donc, vous voyez, les mimes, c'était un peu des snipers comme ça du bordel, et dès qu'ils voyaient que ça commençait un peu à chauffer, les mecs, ils arrivaient comme ça, ils disaient hey, « bonjour, machin, je suis mime ». Dit comme ça, on n'y croit pas du tout, mais apparemment, ça fonctionne. Faut savoir qu'entre mai et août 2015, vous avez 15 actions qui ont été réalisées par une équipe de 12 personnes, une équipe d'élite de mimes qui a été déployée comme ça dans les rues de Berlin. Et donc ça incluait aussi des artistes pantomimes et des communicateurs de rue. Les mecs ont lâché des Pascal le grand frère en pleine rue de Berlin, ils en pouvaient plus. Allez-y les troubadours, calmez les gens, j'en ai marre. À ce moment-là, la rue c'est devenu une véritable scène de théâtre, et en fait c'était très stylé. Ils avaient des petites techniques comme ça, comme par exemple quand le bruit était trop fort, le mime il sortait un petit coussin, il faisait semblant de dormir pour montrer qu'il fallait se taire. Évidemment ça faisait rigoler les gens et les gens obéissaient. Ou alors si les nuisances elles étaient dues à l'alcool, et bien ils ramassaient des bouteilles vides et les empilaient pour montrer les excès. Fin de soirée les mimes avec carte blanche, là ils passaient aux clés de bras direct. Il
Il y a aussi le gouvernement du Japon qui a travaillé sur le sujet manque de PQ en cas de crise. C'est un truc totalement sérieux. Durant des catastrophes naturelles, la panique peut rapidement envahir les populations qui va venir vider les stocks des magasins. Notamment les stocks de PQ. Et au Japon aussi, il faut pas croire. C'est pas parce qu'il y a des chiottes du turfu qu'ils utilisent pas de papier toilette, c'est pas vrai. Je suis allé au Japon, il y a du PQ partout dans les chiottes. Et donc en 2011, après le terrible tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé le nord du Japon, il y a beaucoup de villes, dont Tokyo, qui ont connu des pénuries de papier toilette. Et après ça, les autorités japonaises, elles ont été conscientes des leçons tirées de la catastrophe de 2011. Elles ont commencé à alerter la population sur ce risque. Et le ministre du Commerce et de l'Industrie, il a même lancé une campagne pour promouvoir un papier toilette spécialement conçu pour les situations de crise. Je sais pas exactement à quoi ressemble ce PQ, ni quels sont les tenants et les aboutissants de ça. C'est quand même fou que le gouvernement parle de papier toilette pour des histoires comme ça. Pire, tu vas te laver dans ta douche, quoi. Je veux dire, c'est quoi le problème? Le truc, c'est que la majorité de la production nationale de PQ au Japon, elle provient de la région de Shizuoka, qui est au centre du pays. Et cette région, elle est exposée au tremblement de terre. Donc s'il y a un séisme qui détruit cet endroit, il y aura plus de PQ dans tout le Japon. C'est une vraie question, les amis, qui a été posée au gouvernement. Ils ont même calculé que ça pourra durer à peu près 3 mois le manque de papier toilette dans tout le pays, le temps que d'autres usines prennent le relais ou qu'il y ait de l'importation de l'extérieur. Alors, je sais pas trop s'ils importent des choses comme ça, mais bon. Vous avez Toshiyuki Yashimoto, qui est un responsable des produits en papier, qui a averti des conséquences potentielles d'une telle pénurie. Parce qu'en effet, sans papier hygiénique, eh bien les gens pourraient se tourner vers des alternatives comme du papier en tissu. Il n'est absolument pas du tout fait pour être jeté dans les toilettes. Et ça pourrait provoquer des bouchons dans les canalisations, aggravant une situation déjà difficile. C'est marrant de voir les questions quand même que les gouvernements ils se posent. S'il n'y a plus de PQ, les gens vont boucher les chiottes, il va y avoir du travail pour les plombiers, enfin c'est un truc de fou. En France, le gouvernement ne pense pas à ça, hein, pas du tout. Mais c'est rigolo parce que voilà, les problématiques elles sont soulevées différemment selon les pays. Évidemment, comme projet gouvernemental hyper fou, je ne pouvais pas vous parler du projet Stargate, qui est complètement incroyable, même si j'en avais déjà parlé. Je refais rapidement un point. Alors le projet Stargate, c'est tout simplement une armée de médiums qui avait été recrutée par le gouvernement américain. On est donc en 78, et le service de renseignement américain, il va explorer l'utilisation de la perception extrasensorielle pour des objectifs militaires et du renseignement. Et donc pendant la guerre froide, les États-Unis vont chercher à concurrencer l'Union soviétique, qui va mener également des recherches similaires sur des capacités psychiques. Et donc l'idée, c'était de savoir si des espions psychiques pouvaient être formés pour localiser des cibles militaires, dénicher des informations secrètes ou anticiper des actions ennemies à distance, simplement grâce à des facultés extrasensorielles, des médiums militaires recrutés par le gouvernement. Incroyable. Évidemment, c'était un programme qui était dirigé principalement par la CIA, puis par la Defense Intelligence Agency, donc la DIA. Il impliquait des scientifiques, des psychologues et même des médiums autoproclamés qui affirmaient pouvoir percevoir des objets et des événements sans utiliser les 5 sens qu'on connaît. Ce qui peut être incroyable, c'est qu'il y a eu des résultats qui étaient relativement surprenants. On s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, ça a l'air de marcher. Certains documents ont montré que des participants fournissaient des descriptions relativement précises de cibles ou d'objets, ce qui va renforcer l'idée que de telles capacités pouvaient exister. Sauf que la majorité des tentatives, eh bien, finalement, elles échouaient. Et les résultats étaient souvent incohérents ou difficiles à reproduire. Au sein même des agences gouvernementales, donc de la CIA, eh bien, tout le monde était un petit peu sceptique. Personne n'y croyait. Beaucoup d'experts doutaient de l'utilité réelle du programme et considéraient les résultats comme des coïncidences, ou alors des approximations qui étaient basées sur des intuitions ou de petits indices. À noter que ce projet s'est terminé vers la fin des années 90, et la conclusion c'était, bah ça ne marche pas, voilà. En 2013, le Venezuela, pays qui a sombré dans le chaos le plus total, il a décidé de créer le ministère du bonheur suprême et social. Et donc c'est une initiative qui a été lancée par le président Nicolas Maduro, tout ça pour coordonner des programmes sociaux du pays et améliorer la vie des Vénézuéliens, qui était absolument horrible. C'est-à-dire que pour acheter une baguette de pain, fallait arriver avec une brouette d'argent, hein, vu l'inflation, vous voyez. 1 milliard de pesos vénézuéliens, je sais pas quelle est la monnaie, ça valait peut-être 1 centime. Voilà, ça valait plus rien. Vous avez des initiatives similaires qui existent ailleurs dans le monde, comme par exemple au Bhoutan, où on va mesurer le bonheur national brut, qui est une sorte de référentiel de production du pays. Tout ça pour évaluer le bien-être des citoyens. À noter qu'au Venezuela, à cette époque, c'était vraiment hardcore, et donc le gouvernement, il a créé ce truc-là pour compenser, mais ça a pas du tout marché. Les opposants, ils ont dit que c'était juste une manière de mettre de la poudre aux yeux aux gens. Les gens mouraient de faim, il y avait plus d'opérations possibles. J'ai vu une dame d'ailleurs, sa mère, elle était malade, elle devait se faire opérer. Elle avait dû aller acheter 15 000 €, un pauvre truc d'opération, c'est-à-dire elle devait acheter les instruments chirurgicaux pour que sa mère se fasse opérer. 15 000 balles, c'était toutes ses économies. Enfin, des trucs horribles. Pendant qu'évidemment, il y avait des élites qui s'en mettaient plein les poches comme d'habitude. On connaît la musique. Et derrière, ils vous balancent un truc du bonheur. Vous voyez, les citoyens mangeaient du bonheur. Bonjour. Cette fois-ci,
on va retourner au Japon, qui a décidé d'optimiser les rencontres entre Japonais, parce que ils ont un petit peu de mal. Et donc, pour relancer le mariage et surtout les naissances au Japon, vous avez le gouvernement qui a mis en place une initiative pour aider les célibataires à trouver l'âme sœur. Avec un taux de natalité en déclin, comme on connaît, et un nombre de mariages qui s'effondre, vous avez moins de 500 000 unions par an, soit 2 fois moins qu'au début des années 80. Donc si vous avez une population comme ça qui réduit drastiquement, c'est hyper dangereux pour un pays, parce que votre population, elle va vieillir, donc elle va plus être productive, elle va coûter même de l'argent, et donc il faut absolument relancer la natalité, c'est très important. Sinon votre pays va disparaître. Et donc évidemment, partant de ce constat que ta population est en train de vieillir et pas se renouveler, les autorités elles vont avoir une idée. Elles vont envisager d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les gens à trouver plus rapidement des partenaires correspondant à leurs attentes. Il y a des collectivités locales qui vont participer à ce mouvement, par exemple la municipalité de Tokyo qui a lancé ce type de service en décembre dernier. L'objectif, c'est d'assister les célibataires qui ont du mal à identifier un partenaire idéal. Il y a des études qui ont montré que ceux qui ont du mal à trouver l'amour par des agences matrimoniales standards, c'est parce qu'en fait, ils ont des choix qui sont relativement limités. Donc cette initiative, elle tend à élargir le panel de choix, on va dire, de partenaires. Ce qui est plutôt intéressant, hein, on va pas se mentir. Pour élargir ces choix, le gouvernement, il va utiliser des plateformes d'intelligence artificielle capables de prendre en compte de nombreux facteurs pour mieux comprendre la personnalité et les désirs des candidats. Il y a même un budget national qui est alloué à ce projet. Pour vous dire que le truc est vraiment pris très au sérieux, hein, parce qu'il faut vraiment relancer les naissances là-bas. Et donc les utilisateurs, pour commencer à trouver l'âme sœur via cette plateforme, ils doivent répondre à un long questionnaire, parfois jusqu'à 100 questions. La plateforme, elle va ensuite comparer automatiquement les réponses pour trouver des correspondances. Et dans la préfecture d'Ehime, le service va même un peu plus loin en demandant aux utilisateurs d'accéder à leur historique de recherche sur Internet. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Ça peut faire peur, je pense, ça peut faire peur. Faut pas tomber sur un mec chelou, hein, ou une meuf chelou, hein, que ce soit sur leur smartphone ou leur ordinateur. Si le machin est trop clean, c'est que c'est suspect, on va pas se mentir. Donc l'idée, c'est pas de juger, mais de mieux cerner les centres d'intérêt des personnes pour affiner les suggestions de partenaires. On a tous l'image, on pense tous à la même chose, on le sait. Les trucs d'animés où ils sont tous à Walp, voilà, on sait. Faut savoir qu'au Japon, on voit encore d'un mauvais œil les naissances qui sont faites hors des mariages, et ça représente même que 2% des naissances en tout. Et donc il y a une corrélation entre mariage et naissance, puisque moins de mariage égale moins de naissance. Alors ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert là, j'avais même pas entendu aux infos à l'époque. Retournons à cette période de confinement où c'était l'enfer, on ne prononce pas les mots des maladies, tout ça. Nous sommes en guerre. Mais vous aviez un robot flic qui avait été déployé en Tunisie. Donc on est pendant ce fameux confinement de l'enfer. La Tunisie, elle va déployer une sorte de Robocop dans les quartiers de Tunis. Tout ça pour s'assurer que les citoyens respectent les mesures imposées par les autorités. Une espèce de machin là qui nous a tous empoisonnés. Enfin non, moi je l'ai jamais eu et je suis pas vacciné, j'ai de la chance. Et ce robot, il était équipé de caméras infrarouges et thermiques. Il patrouillait dans les rues tel Robocop. Une rue complètement vide évidemment parce que les gens voulaient pas prendre de prunes. Mais chaque personne qui croisait, il pouvait l'interpeller. Et donc quand il remarquait quelqu'un qui marchait dans la rue, il s'approchait pour lui demander pourquoi il était dehors. Les personnes interpellés devaient montrer leur carte d'identité et d'autres documents à la caméra du robot, permettant ainsi aux agents supervisant le contrôle de vérifier leurs informations. Saviez-vous que l'État finlandais vous incitait à boire seul en slip? La Finlande, elle a récemment lancé une campagne pour promouvoir une tendance amusante qui s'appelle le kalsarikanit, ce qui veut dire boire chez soi seul en sous-vêtements. L'idée, c'est de s'accorder un moment de détente dans le confort de son foyer, s'inscrivant dans la tradition nordique du cocooning, où on passe des soirées à empiler des coussins, s'envelopper dans des pulls chauds et savourer une boisson chaude, ce qu'on appelle communément là-bas le kalsarikanit. Je savais pas que voilà, il y avait une tendance à faire ces choses-là et que ça avait un nom. Moi, j'appelle ça rien foutre chez soi, hein, tout simplement. Hein. Je veux dire, les mecs n'ont rien inventé, hein. Les chômeurs, ils connaissent bien, hein. Bon. Les youtubeurs aussi. L'État, il va préciser que l'objectif, c'est pas de se murger la tronche, mais en fait, avec des hivers interminables en Finlande et des températures souvent négatives et des nuits très prolongées, eh bien, il est compréhensible que cette tradition ait trouvé sa place dans la culture finlandaise. Tout ça pour éventuellement lutter contre la dépression et la solitude. Je sais pas si c'est une bonne idée d'inciter les gens à picoler quand ils sont seuls et déprimés. Les gens ont du mal à se raisonner, plutôt faudrait leur dire, buvez moins, mais je sais pas. En 2015, le gouvernement finlandais des affaires étrangères, il a même créé 2 emojis qui représente un homme en slip tenant une bière et une femme avec un verre de vin rouge. Et ce concept, il a rapidement pris de l'ampleur à l'international, et en anglais, on peut le traduire par pants drunk, pantalon bourré, même si on traduit pas comme ça les mots. Évidemment, cette pratique, elle est arrivée jusqu'aux USA, et les Américains, ils ont kiffé. Picoler à poil, ils adorent ça. Bon, l'idée, en fait, c'était de remplacer les sorties au bar et de se murger la gueule complètement par ce genre de truc où tu buvais moins et t'étais directement chez toi et tu pouvais dormir sur place. C'était un peu ça l'idée, c'était de remplacer le fait d'aller se bourrer en dehors de chez toi, quoi. Et il y a même eu des consignes
officielles qui ont été données, qui sont celles-ci. Installez-vous confortablement en sous-vêtements dans un endroit clos où vous pourrez passer la soirée au calme, que ce soit sur un canapé, un fauteuil ou dans votre lit. Ajoutez quelques grignotages à manger et vous serez prêt pour une soirée calsaricanite. En fait, la plupart des gens font ça tous les jours. Je comprends pas. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une ville souterraine sous Montréal. Moi, je l'ai découvert. Je suis jamais allé au Canada, les amis. J'adore ce pays, mais j'y suis jamais allé. Montréal a développé un gigantesque réseau souterrain qui s'appelle le réseau. Waouh, l'imagination. Alors, c'est pas un simple réseau de voies ferroviaires, de TER ou je ne sais quoi, de métro plutôt. Ça va relier des bâtiments publics, des centres commerciaux et des stations de transport en commun. Vous avez plus de 33 km de tunnels qui permettent de naviguer dans la ville, surtout en hiver, sans affronter le froid glacial. Vous avez comme ça des hôtels qui sont reliés à des centres commerciaux, des restaurants, des galeries, tout ça à des stations de métro qui vous y emmènent, mais aussi avec des cinémas. Donc c'est trop bien, tu peux vivre sous terre, tel un rat. Ça, j'adore ce genre de truc. Après, c'est normal. En même temps, au Canada, je sais pas c'est quoi les températures les plus froides là-bas en hiver. Ça peut aller à moins 40. Alors je pense que ça va pas être tous les jours, mais ils disent que c'est entre moins 10 et moins 25 de manière générale. Donc ouais, t'as pas envie d'être dehors, quoi, hein, clairement. Bon, même si je pense que les gars sont bien habitués, c'est pas forcément un plaisir d'y rester 4 heures. Un projet gouvernemental incroyable qui a été pensé, mais très rapidement. C'est passé comme ça, c'est sorti. Vous avez en Islande une idée farfelue qui est venue dans la tête de certains dirigeants. L'Islande, elle a imaginé expérimenter la projection d'installations lumineuses sur ses paysages hivernaux pour reproduire les aurores boréales quand on les voyait pas. Tout ça pour amener des touristes. C'est une idée qui est visiblement restée dans le placard. Non, parce que mettre un vieux vidéoprojecteur pour faire des aurores boréales fictives, ça pue quand même du cul, on va pas se mentir. Alors, faut savoir que c'est une idée qui a pas du tout été validée, on sait pas trop d'où ça sort, on sait même pas si c'est vrai. Et la personne qui a eu la simple idée de penser à ça, il faut lui supprimer son passeport islandais, immédiatement. Comme je vous le disais en début de vidéo, les États-Unis, en 94, ont une idée, mais complètement dingue, créer une bombe pour rendre les gens homosexuels. Je vous jure, c'est vrai. Ça peut paraître délirant comme ça, mais ça a vraiment été discuté au Pentagone. Il y a un document de 1994 qui va évoquer le développement d'une bombe gay. Oui, parce que le département de la défense américaine, il a envisagé le développement d'une arme chimique qui était capable de provoquer des comportements amoureux entre les soldats ennemis. Tout ça pour réduire leur combativité. Imaginez le brainstorming de fou. Comment on peut empêcher les ennemis de se battre? Faisons-les s'aimer. Finalement, c'est la bombe la plus incroyable. Alors l'idée, je crois que c'était de mettre du Viagra à mort dedans, des trucs en vapeur, enfin n'importe quoi, pour les rendre complètement fous. Bon, après, ces révélations, parce que c'est des journalistes qui ont trouvé ces informations, le Pentagone, il va réagir à ça, et il va dire que c'était un simple brainstorming où la question avait été évoquée, mais la question a quand même été évoquée. Sauf que les journalistes, ils vont rétorquer qu'il y a un budget qui avait été trouvé pour faire des recherches là-dessus. Et notamment, le document, il disait ça texto. Un exemple dégoûtant mais totalement non létal serait un puissant aphrodisiaque, en particulier si ce produit chimique provoque des attirances homosexuelles. Imaginez, 94, c'était il y a pas si longtemps quand même, hein. Je sais pas si c'est factuellement possible de faire ce genre de bombe, ce serait incroyable. Je pense pas, clairement c'est pas possible. À noter que le projet, il devait coûter pas loin de 8 millions de dollars, parce qu'il y avait un budget qui avait été voté ou demandé, et il devait se terminer vers les années 2000, donc hier quoi. Il y a un projet farfelu dans une petite ville australienne qui visait à distribuer des bières, tout ça par fusée, parachuté à la population locale. Et finalement, l'idée, elle va être abandonnée pour des raisons de sécurité évidentes. Tu ne lances pas des bières comme ça de manière aléatoire qui vont atterrir je ne sais où sur la tête des gens. Bon, alors, imagine t'es là dans ton jardin, t'as une ogive de 8-6 qui vient éclater ta baie vitrée, s'il te plaît. Toi, t'as rien demandé, t'es en train d'arroser tes pécunias, tu te prends une canette de rince-cochon dans la five alors que t'étais là tranquille à prendre le soleil. Bon, sans couche d'ozone en plus en Australie, ça fait plaisir. Elle est un petit peu revenue depuis, voilà. Bon. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, journée, matinée. Profitez bien, travaillez bien, je vous embrasse. N'oubliez pas de laisser des likes si vous avez le temps. Ça soutient la chaîne comme d'habitude. À très vite chez Tony. Abonnez-vous comme d'habitude, c'est important.